Au cours des années de 2017 à 2024, le GIRAM va s'attaquer au projet Énergie Est, Oléoduc Trans-Canada et au possible terminal pétrolier à Lévis. Il en ira de même pour le combat contre le port de Québec, notamment pour les projets Beauport 2020 et Laurentia et l'opposition à l'achat des terrains du Rabaska par le port de Québec. Arrive le projet Énergie Est, en même temps qu'il y a un projet d'exportation du côté américain qui est l'oléoduc Keystone XL. Mais à ce moment-là, il y a une forte contestation du côté des écologistes américains, mais en même temps des États américains eux-mêmes. Donc, l'industrie pétrolière, là, puis elle est excessivement puissante auprès du gouvernement fédéral. Il y a des Chinois là-dedans, il y a des Européens, il y a des investisseurs du monde entier, et eux, ils veulent qu'on débouche, qu'on arrive avec des canaux puis des pipelines pour sortir ce pétrole-là. Donc, on a regardé rapidement du côté Est, et le projet est arrivé, c'est un projet de TransCanada, la même compagnie qui voulait faire un terminal d'importation de GNL à Cacouna, s'est chargé d'un projet d'exportation via canalisation extrêmement puissante. Par exemple, Keystone XL, c'était, si je me souviens bien, 850 barils jour, puis le projet Énergie, c'était 1 million. C'était du gros gabarit de pipeline. Et ce pipeline-là partait donc de Saskatchewan, arrivait par le nord du Québec, là, par le nord du lac supérieur, arrivait du côté d'Abitibi et descendait plus au sud pour traverser la rivière des Outaouais à un moment donné. Et là, les problèmes ont commencé en termes d'acceptabilité sociale parce que il devait traverser la zone d'approvisionnement en eau de la plus grosse agglomération du Québec, c'est l'agglomération de Montréal, 4,1 millions d'habitants, et un terminal aussi important qui se met à avoir des problèmes. Il y a un risque de contamination absolument extraordinaire pour une municipalité comme Montréal. Donc, le problème de contestation a déjà démarré à Montréal. Nous, on s'est chargé du reste avec d'autres organismes de la région de Québec. Et le terminal avait été, pas le terminal, mais le trajet de ce pipeline géant était absolument problématique. Il traversait les zones humides là, dans le coin de la Noret, par la rive nord, arrivait dans le coin de Cap-Rouge ou Saint-Augustin et traversait un tunnel en dessous du Saint-Laurent, un tunnel d'à peu près 3,5 km, avant d'aboutir sur les tourbières de Lévis, donc des milieux humides, la même chose que pour la Noret, et chaque problème d'écoulement ou de percée d'un terminal comme ça dans une zone humide, c'est irrémédiable, c'est fini à tout jamais. Le port de Québec offrait déjà son accueil pour éventuellement être un terminal d'exportation des pétroles de l'Ouest. Il y avait des velléités du côté de Québec, mais en même temps, il y en avait du côté de Lévis parce que une entente avait été signée entre Valero et TransCanada pour que, éventuellement, le complexe Valero soit un point de jonction. S'il y a une entente, donc il y a une possible entente qui pourrait faire en sorte que le terminal maritime de Valero serve de lieu de jonction pour faire de l'exportation de pétrole lourd vers les marchés extérieurs. Mais l'étude qu'on a faite, nous, dans notre mémoire, c'est que c'est plus avantageux de transporter du pétrole lourd dans un navire que par pipeline. Parce que la construction de pipeline jusqu'à Saint-John, Nouveau-Brunswick, c'est extrêmement coûteux. Alors que si on peut faire la jonction avec un terminal comme celui de Valero, il n'y a pratiquement rien à construire comme infrastructure, puis il n'y a même pas de bateau à acheter. Le projet Énergie Est a avorté pour des raisons purement environnementales. C'est que avant même d'arriver à Lévis, je dirais
l'impact que ça pouvait avoir sur la zone montréalaise et les zones humides du côté nord du Saint-Laurent était suffisamment convaincant pour que finalement, du côté du gouvernement fédéral, de l'Office canadien de l'énergie, on se dise on n'ira pas plus loin. Le GIRAM, on est débarqué là en 92 parce que il y avait une compagnie, une aluminerie qui s'établissait à Loralco. Donc, l'aluminerie avait besoin d'alumine et de coke calcinée pour transformer l'aluminium. Et quand on a vu débarquer ça, c'est sûr qu'il y a eu des pressions aussi des gens de Sillery, mais notre ami Michel Lessard, qui avait ça juste dans ses yeux par rapport à sa résidence, c'est sûr qu'il est monté aux barricades et le GIRAM, on a fait une conférence de presse remarquée au Concorde et je pense que ça a été déterminant. Finalement, le projet est allé au port de Trois-Rivières, alors qu'ici, qu'on voulait revamper toute la promenade, ce qu'on on va appeler ultérieurement la promenade Samuel de Champlain, la revalorisation des rives. On enlevait déjà les réservoirs qui étaient là d'Irving et les installations qui n'avaient pas trop d'allure si on voulait redonner le fleuve aux citoyens. Il y a toutes les questions, les événements de poussière, les événements de bruit. Alors, Michel avait toujours l'œil sur les installations du port de Québec et on soutenait les citoyens comme le groupe de Québec avec Mme Lalande qui a combattu justement les poussières et il y avait raison. Le GIRAM a été victime d'une poursuite bâillon de la part du port de Québec sur la question du transport, de l'industrie des croisières maritimes. On s'est ramassé en cours, poursuivi par le port de Québec, cause qu'on a gagnée de façon évidente. Mais déjà, dans ce dossier-là d'Alumax et de l'Oralco, on voyait le peu de soucis que peut avoir le port de Québec sur le bien-être citoyen. Dans ce dossier d'Alumide, on prévoyait 90 camions par jour qui prenaient le chemin, la route littorale du fleuve pour s'en aller directement à Deschambault, alors que le port de Trois-Rivières était à peu près à la même distance, mais directement connecté sur l'installation industrielle, donc sans dommage, je dirais, environnemental comme on pouvait le faire à Québec. Il faut dire que le port de Québec est est bien malheureux par les temps qui courent. Déjà, dans les années 50-60, l'urbanisation avait encerclé le port de Québec. Vu qu'il est encerclé et complètement renfermé sur lui-même, le port de Québec qui veut développer son projet, veut prendre l'expansion et est contenu par des limites territoriales. Il n'y a pas de territoire. Donc, il faut qu'il s'en trouve quelque part. Et là, il va devoir, pour prendre de l'expansion, aller puiser dans les eaux du Saint-Laurent. Là, ça va devenir complexe avec deux projets. Le projet Beauport 2020 et le projet Laurentia qui va lui succéder. Beauport 2020, c'est un projet, je dirais, industriel d'envergure de transit de produits pétroliers et aussi de vrac liquide. Et ça se traduisait par la construction de silos d'entreposage assez importants, mais surtout, ça impliquait qu'on agrandisse la zone d'accostage et d'entreposage sur 17,9 hectares, ce qui est quand même assez important en termes d'ouvrage dans les eaux du Saint-Laurent. Pour les gens de Québec, ça voulait dire la perte d'une partie importante de la plage de la baie de Beauport. Mais en même temps, ça voulait dire aussi le transit de la marchandise, qu'elle soit liquide ou solide, à travers la population de la Ville de Québec. Le chemin de fer du CN, qui s'en va emprunter le pont de Québec, là, il doit passer à quelques mètres du cégep de Limoilou, à quelques mètres d'un CPE qui est pratiquement de l'autre côté en face, une école primaire, des écoles secondaires, des zones résidentielles plus intenses, là, des blocs appartements qui sont directement sur la voie ferrée. Donc, il y a un danger pour la santé publique et, je dirais, la sécurité publique aussi. Ce projet-là d'hydrocarbures Beauport 2020 n'avait absolument aucun sens. Finalement, encore là, devant l'obstacle de la levée de bouclier,
le port de Québec nous annonce qu'il abandonne le projet Beauport 2020 et lui donne un projet de remplacement propre. Ce projet de remplacement propre, c'est le projet Laurentia. On nous dit il n'y aura plus de trains ouverts avec la poussière, il n'y aura plus de contamination, il n'y aura plus de transport par camion, tout va se faire par train. C'est un projet de repli stratégique de la part du Port de Québec. Nous, au GERAM, par les analyses qu'on a faites, on a bien vu que monter un projet de terminal de conteneurs, là, ça se fait sur à peu près 2 décennies. Et ça prend énormément d'études, mais de façon surprenante, en l'espace de 3 ou 4 mois, le Port de Québec réussit à transformer son projet d'hydrocarbures en projet de terminal de conteneurs. Mais les données restent absolument les mêmes. Il faut un agrandissement de 17,9 hectares, donc 18 hectares dans l'eau profonde, ce qui est un obstacle majeur. Le combat va se faire beaucoup là-dessus, mais il va se faire beaucoup sur ce sur quoi le port pensait qu'il était fort, c'est-à-dire le transport des conteneurs à travers la ville. Le port, dans son scénario, nous disait, au début c'était 500 000 conteneurs, c'est devenu 750 000. Il nous disait 90% des conteneurs vont prendre la voie ferrée et seulement 10% vont prendre le camion. On a fait la démonstration qu'il n'y aurait pas 90 camions qui seraient dédiés à la desserte du Port de Québec pour les conteneurs, mais 500 camions par jour. Vous voyez l'engorgement de la ville de Québec, le transport par camion, là, ça veut dire qu'on passe devant le nouvel hôpital sur Henri Bourassa, on prend le boulevard Bourassa, on prend soit la 40 ou soit qu'on prenne le pont de Québec ou le pont Pierre-Laporte. Ça devient pour nous là, un projet absolument indéfendable. L'Agence canadienne d'évaluation environnementale discarte le projet complètement et met fin. Donc, a été une bataille de gagner uniquement par la voie citoyenne.